Un seul titre dans cette édition d'information, conférence de presse du ministre de la fonction publique. Les détails, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information et merci de nous faire une place dans vos ménages. Difficile d'accès en toute saison, la route de Malibé 1 dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda subit actuellement des travaux. Une démarche entreprise par la municipalité de cette ville, accompagnée par le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Jean-Marie Ogandaga. Les précisions avec Marielle Ecom et Ulrich Simaïla. Sur cette voie d'une distance de 3 km, les engins sont à pied d'œuvre pour des travaux de reprofilage et d'élargissement. Partant de Malibé 1 au débarcadère, le désenclavement de cette route viendra améliorer les déplacements des populations en toute saison. Jean-Marie Ogandaga et les responsables de la mairie d'Akanda sont allés toucher du doigt l'avancement de ces travaux. Oui, nous sommes là, les travaux que nous faisons portent non seulement sur le profilage de la voie, mais aussi sur l'élargissement. L'élargissement parce que nous sommes obligés de casser non seulement les monticules, mais aussi de casser toutes les personnes, tous les constructions sauvages qui sont sur la voie. Parce que là, ce n'est pas des terrains qui ont été octroyés par l'État, mais c'est la voie publique. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui décidait de venir construire sur la voie qui mène au Cap extérieur. Personne n'accepterait cela. Les populations qui sont là méritent d'avoir une voie carrossable à toute saison. La durée des travaux, c'est jusqu'à la fin de ces travaux. Tant que les travaux ne sont pas terminés, bon, on n'arrête pas. Bon, vous me direz que c'est une affaire de moyens, mais il faut bien qu'on le fasse parce que ces populations, comme je vous ai dit, ont le droit de circuler à toute saison. Mais on ne va pas s'arrêter. Nous avons commencé depuis l'entrée et nous irons jusqu'au débarcadère parce que c'est toutes ces voies qui n'est pas du tout carrossable en toute saison. Moi j'ai été ici pendant la saison de pluie, mais je peux vous assurer que même avec un 4x4, c'est difficile. Mais imaginez-vous des personnes qui ont des enfants et qui doivent aller à l'école. Regardez d'ailleurs, toute cette jeunesse qui est ici là a besoin d'aller à l'école, a besoin d'aller à Libreville, a besoin d'aller à l'hôpital, mais c'est pas possible lorsqu'il pleut. Et donc il faut donner les moyens aux parents et de ces enfants de pouvoir circuler en toute saison. Et sur la question du choix de ce site, sachant que ce linéaire n'est pas le seul à être enclavé, Jean-Marie Ogandaga a tenu à rassurer les populations. Nous avons priorisé ici parce que ce sont des personnes auprès de qui je me suis engagé. Je me suis engagé depuis plus d'1 an et je leur ai dit que dès que c'est ça possible, nous ferons ces travaux. Donc nous joignons là qu'à la parole en faisant ces travaux. Mais il y a aussi d'autres zones, par exemple la zone du Cap Caravane et autres. Ça, je sais que des travaux vont être engagés là-bas aussi, dans très bientôt. Donc, ces travaux vont se faire, mais ceux qui sont, que les gens du Cap extérieur me pardonnent, mais eux, ils ont moins la chance d'avoir la route, mais sauf que dans les voies secondaires, c'est difficile. Mais quand nous terminons ici, si il nous reste encore un peu de force, nous le ferons également. Il y a encore quelques mois, cette route présentait un tout autre aspect, rendant difficile l'accès. À cela s'ajoutait le problème d'éclairage. Après une semaine de travaux effectués, les riverains eux-mêmes constatent le changement. Au lieu de voir les panneaux solaires, la route, là vraiment, on travaille le pays. Je suis contente. La mairie d'Akanda, soutenue par Jean-Marie Ogandaga, entendent mener ces travaux jusqu'à leur livraison. Une initiative qui devra s'étendre vers d'autres zones reculées de la commune, car le développement passe nécessairement par la création des voies de communication. Comme annoncé, le bloc syndical Dynamique Unitaire a tenu son assemblée générale avec plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Le point avec Fabiola Mengue et Mosconi Ngonba. C'est un stade de basket archi-plein ayant refusé du monde que la Dynamique Unitaire a lancé les hostilités par une assemblée générale de soulèvement et de réflexion. De nombreux syndicalistes affiliés ont tenu à marquer par leur présence ce moment. Les nouvelles mesures du gouvernement sur le basculement au banc de caisse et d'autres mesures font couler beaucoup d'encre et de salive. L'État, semblerait-il, aurait encore décidé de défier les fonctionnaires qui sont depuis plusieurs mois sous tension pour de nombreuses causes. La Dynamique Unitaire a prévenu les travailleurs. Ici, le 7 janvier 2017, on annonçait déjà que le gouvernement va réduire les salaires. Le ministre Ogandaga est passé à la télé
pour dire c'est faux, c'est pas l'ordre du jour. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Dynamique Unitaire nous a toujours prévenu, les travailleurs, des plans cachés du gouvernement. Nous avons expliqué pendant toute la tournée l'objectif de l'ordonnance 016. Oui, cette ordonnance qui s'appelait d'abord ordonnance 013 en 2015, après la mise en place du nouveau système de rémunération. Nos gouvernants se sont retrouvés à la pointe des nids pour décider d'un certain nombre de mesures, parmi lesquelles le blocage de la carrière et le plan diabolique pour asservir les travailleurs. C'est ça leur objectif. Et pendant 3 ans, on a eu la carrière bloquée. Mais grâce à la CONACYCED, parce que ce n'était même pas Dynamique Unitaire, c'est la CONACYCED qui s'est battue pour que l'ordonnance 013 soit déclarée caduque. Trois ans après, le gouvernement revient. Maintenant avec l'ordonnance 016, après avoir modifié la Constitution, où tout s'est bien passé pour eux, il fallait que les travailleurs soient maintenant leurs esclaves. Et l'ordonnance 016 avait pour objectif donc d'asservir le travailleur pour faire de lui un esclave qui devait faire allégeance et même prêter serment. Comme on l'a vu avec les ministres. L'objectif de l'ordonnance 016 à terme, c'était de faire en sorte qu'on prête serment devant nos chefs de service, des serments de loyauté et de tout ce qu'on peut imaginer. Oui, mais nos députés n'ont pas ratifié cette ordonnance. Et l'ordonnance, depuis le 30 juin, est techniquement, juridiquement caduque. Mais les mesures qu'ils prennent aujourd'hui s'inspirent de cette ordonnance. Voilà pourquoi on peut dire, sans se tromper, que c'est un gouvernement de voyous. Parce que l'ordonnance a été rejetée, mais ils font comme si l'ordonnance existe toujours. Parce que ces mesures-là ne reposent sur aucun support juridique, sauf si l'ordonnance avait été adoptée. Donc aujourd'hui, le gouvernement fait un passage en force. Et le gouvernement nous teste. Oui, il nous teste. Parce qu'ils ont essayé avec le carburant. Et pourtant, il y a des pays où quand on augmente 5 francs le pain, ce sont des émeutes et ils reculent. On nous a augmenté le carburant une fois, on n'a rien fait. 2 fois, on n'a rien fait. 3 fois, et il y a une 4e et une 5e fois qui arrive. Puisqu'on ne fait rien. Et aujourd'hui, le gouvernement prend une batterie de mesures. Évidemment, un gouvernement qui dit réduction immédiate des ministres. Et après, il revient une semaine pour dire non, 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 on s'est trompé. On attend après les législatives. C'est l'irresponsabilité. Et quand il s'agit des mesures des travailleurs, on dit c'est immédiat. Dès le 25 juillet, camarades travailleurs, c'est un test. Si ça passe, nous sommes foutus. Une décision forte et unanime a été prise. Si tu tentes, notre objectif doit être sans ambiguïté. Si tu tentes, si le 25 tu tentes, alors là, tu nous trouves sur le chemin.
aujourd'hui en mode revendication va basculer en mode combat. Espérons que le gouvernement aurait bien réfléchi avant de prendre une telle décision, car les conséquences, une fois de plus, seront énormes. Rien à voir avec ce qui précède, le club LMD de l'Université Omar Bongo vient de tenir une conférence débat sur la citoyenneté en milieu universitaire avec l'appui de certains partenaires afin de lutter contre le réchauffement climatique. De nombreux arbres fruitiers ont été plantés par les étudiants. C'est en présence de Frame Biogezo. Faire en sorte que la citoyenneté de l'étudiant soit consolidée de façon efficiente au sein des campus universitaires, tout comme à l'extérieur. Pour y remédier, le club LMD de l'Université Omar Bongo a mis à profit cette journée, qui est d'ailleurs la seconde édition, laquelle vise à mieux sensibiliser les étudiants sur cette question. La première étape, quant à elle, a fait office d'une conférence débat animée par les conférenciers aguerris venus d'autres départements. Secondo, le concept « un étudiant, un arbre » a été mis en exergue dans le cadre de la sensibilisation des étudiants sur des questions environnementales, notamment le réchauffement climatique de la planète. Les arbres constituent, à n'en point douter, un antidote à cette problématique qui menace au quotidien nos espaces de vie. Chacune des parties prenantes a su mettre en exergue son savoir-faire, tant dans les échanges entre étudiants que sur le terrain, en procédant de façon responsable au planting des arbres fruitiers dans chaque recoin de cette institution, une œuvre salutaire qui devrait profiter aux générations futures. Sur un tout autre plan, le ministre de la Fonction publique a communiqué ce matin à la faveur d'une conférence de presse sur les raisons et les objectifs à atteindre au sujet de la décision gouvernementale portant sur les mesures d'austérité. Un extrait de cette communication avec Arnaud Babekong et Mosconi Ngomba. Les fonctionnaires, soit 29 agents au 1000 habitants. Au total, si l'augmentation du nombre de fonctionnaires dans notre pays peut s'expliquer, notamment depuis 2011, par l'accroissement des dépenses sociales et la nécessité de faire face à l'insécurité et au déficit de personnel dans les secteurs prioritaires que sont l'éducation, la santé et la défense nationale, il reste que cette augmentation représente un risque en raison de son effet néfaste sur l'investissement et la mise en œuvre de la politique sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Il était donc plus qu'indispensable, sinon urgent, d'inverser la tendance à la hausse constatée en maîtrisant les flux d'entrée dans notre fonction publique, de sorte que des économies soient engagées et orientées vers le financement des politiques publiques bénéfiques aux couches sociales les plus vulnérables. Pour atteindre cet objectif, les moyens sont bien entendu nombreux. On peut agir sur la fiscalité ou même recourir à l'emprunt. Vous en conviendrez avec moi que ces moyens ne sont pas sans danger pour notre économie. Le financement de l'économie par l'alourdissement de la charge fiscale des ménages comme des entreprises et le recours incontrôlé à l'emprunt pour financer l'investissement aurait pour conséquence évidente de fragiliser nos entreprises et donc d'accroître le chômage d'une part et de rendre la vie encore plus chère d'autre part. Devant ces inconvénients, dont la liste n'est pas exhaustive, l'une des solutions laissées à notre pays réside dans les mesures annoncées par le gouvernement qui sont, en ce qui concerne le ministère de la fonction publique, d'ordre conjoncturel, lesquelles s'ajoutent aux mesures structurelles déjà en cours de mise en œuvre dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, conformément aux objectifs du plan stratégique d'avant émergent. Sur la question proprement dite de la masse salariale, les chiffres et les difficultés rapportées plus haut ne valent rien s'ils n'ont pas un lien avec la mission de gestion qui est la nôtre au ministère de la fonction publique, à savoir donner du travail et assurer la qualité du service public dans notre pays. Pour parler simplement, comment envisager des recrutements des jeunes diplômés, le suivi des carrières sans tenir compte de l'incidence financière? C'est vous dire que la situation actuelle ne permet plus à la fonction publique d'assumer sa mission principale. L'orientation donnée par M. le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'impose donc par la logique et par les évidences que je viens de vous indiquer. Le processus qui est proposé aujourd'hui est destiné à mieux préparer l'avenir des jeunes diplômés qui auront choisi de faire carrière dans l'administration publique et pour tous les agents publics que les mesures actuelles sembleraient léser. Justement, les agents publics doivent bien comprendre que le gouvernement se mobilise en leur faveur pour garantir les bonnes conditions de travail, le principe d'un parcours professionnel ascendant, la qualité du service, la dignité de l'agent public, le versement régulier des salaires. Pour que nous soyons tous au même niveau d'information, je vous rappelle que ces mesures visent principalement à, premièrement, ramener la masse salariale mensuelle à 40 milliards en 2018 et à 35 milliards en 2019 pour atteindre un objectif d'économie globale de 70 milliards par an en fin d'année et parvenir finalement à une masse salariale qui va plafonner autour de 400 milliards par an dans les 3 ans. Aussi, il a affirmé que les agents de l'État seront sous bon de caisse, qui sera sous bon de caisse et qui ne le sera pas. Les réponses à ces éléments avec Arnaud Babekung. Je voudrais faire un focus sur l'opération que nous allons mettre en œuvre au cours de ce mois de juillet, à savoir l'opération de mise en bon de caisse des agents de l'État. Alors, je dois vous indiquer que l'opération de mise en bon de caisse des agents de l'État vise principalement le contrôle des effectifs, qui est une des mesures que nous avons retenues pour parvenir à la réduction de la masse salariale, ou plutôt à la maîtrise de la masse salariale. Cette opération, c'est l'action par laquelle le mode de règlement choisi par un agent pour le versement de son salaire est momentanément modifié pour donner lieu à un paiement à partir d'un imprimé spécial qui est le bon de caisse. Cette précision est utile pour éviter la confusion. La mise en bon de caisse est donc un mode normal de paiement du salaire qui ne constitue nullement une privation de salaire. Autrement dit, lorsqu'on a mis en bon de caisse un agent, ça ne veut pas dire que cet agent n'aura pas son salaire, ça veut simplement dire que momentanément, la procédure qui lui permettait d'obtenir son salaire, ça a quelque peu contrarié. Et je vais vous l'expliquer dans la suite. Donc, cette opération de mise en bon de caisse va également nous permettre d'assainir le fichier des titulaires de fonction afin de déceler les cas de perception indue de salaire. Elle va également nous permettre
la mise à la retraite immédiate des agents absents pour cause de maladies de longue durée. Comme je vous l'ai dit, là on applique en fait la réglementation en vigueur. Ce n'est pas une sanction. Et puis enfin, elle va nous permettre de préparer les futurs audits du fichier de la fonction publique et du fichier solde. Vous comprenez donc que cette opération est indispensable pour nous permettre de parvenir dans la sérénité à la maîtrise que nous recherchons de la masse salariale. Alors, pour cette phase, première phase pourrais-je dire, du mois de juillet, qui se déroulera du 17 au 24 juillet, de 8h à 17h, cette phase ne va pour l'instant concerner que les agents publics exerçant dans la province de l'Estuaire, soit environ 50 000 agents. Il ne s'agit donc pas de mettre tous les agents de la fonction publique au mois de juillet sous pont de caisse. Il s'agit d'en mettre pour le mois de juillet uniquement les agents publics exerçant dans la province de l'Estuaire. Une population d'environ 50 000 agents. Sont donc exclus de cette première phase les forces de défense et de sécurité, les personnels du corps autonome de la sécurité pénitentiaire, les agents publics régulièrement désignés en stage à l'extérieur. Et je dis bien régulièrement désignés en stage à l'extérieur. Les diplomates et tous les agents publics exerçant à l'intérieur du pays. Toutes ces catégories sont donc exclues pour la phase de mise en bon de caisse pour ce mois de juillet. La plateforme associative Le Salon de la Femme a pris une part active au Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques d'Abidjan, tenu les 6 et 7 juillet dernier en Côte d'Ivoire. De retour à Libreville, la délégation gabonaise a été accueillie à l'aéroport, amenant avec elle une distinction pour le travail fourni. C'est en présence de Pierre Parfait, Mbadi Koumb et Vitalis Koumba. Participé du 6 au 7 juillet 2018 au Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques d'Abidjan, les femmes de la plateforme associative Le Salon de la Femme, conduites par leur présidente Sidonie Fleur Oué, ont été accueillies à l'aéroport international de Libreville sous une pluie d'acclamations. Cette rencontre a réuni les femmes venues du monde entier et notre délégation a été la plus grande en termes de nombre et en termes de participation très fructueuse et intelligente. Accompagnée de Madame le ministre de l'égalité des chances, chargée de la décennie de la femme, nous avons toutes compris l'intérêt pour les femmes de travailler ensemble pour impacter nos arts dans le développement transversal et multisectoriel. Nous avons réalisé que seuls nous sommes invisibles, mais qu'ensemble nous serons invincibles. Les aspects donc relatifs aux discriminations constatées à l'endroit des femmes au niveau de notre région Afrique feront partie donc du passé. Organisée sous le thème « Femmes incubateurs du développement », la rencontre d'Abidjan a permis à la délégation gabonaise d'en tirer plusieurs enseignements. L'invité d'honneur de cette rencontre a été la princesse du Koweït, Son Altesse Cherka Issa Saad, qui est également médecin. Elle a pour sa part considéré que la réunion d'Abidjan était l'occasion qui lui a été offerte pour l'érection d'un pont entre les femmes d'affaires du monde arabe, dont elle tient la présidence du Conseil, et les femmes africaines dynamiques. La qualité des interventions des femmes gabonaises et de la pertinence des expériences exposées, nous avons réalisé que les femmes gabonaises ont de la ressource. Oh, que dis-je? Elles sont une ressource. Toutefois, une meilleure organisation de nos structures devient un impératif et nous devions nous atteler à le faire pour ne pas être en marge du développement tant souhaité par les femmes. Sur la multitude des délégations présentes au Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques d'Abidjan, la délégation gabonaise a été honorée en recevant de la part des organisateurs une distinction pour le travail dynamique et pluridisciplinaire qu'elles ont entrepris. D'où l'idée d'une meilleure organisation
et la mise en place d'un réseau des associations et ONG. Ce que nous avons reçu à Abidjan, nous avons été honorés donc de cette distinction et les femmes peuvent acclamer cela. La plateforme associative Le Salon de la Femme a pour objectif essentiel la sensibilisation et la vulgarisation des droits des femmes. Le bureau exécutif de la Haute Autorité de la Communication a reçu hier pour une séance de travail les responsables et représentants de télévision. C'était au cours d'une rencontre. Il s'agissait entre autres de discuter des questions liées à la couverture médiatique des élections législatives à venir. Pierre Parfait Mbadikumba. Raphaël Ntumtum Kogé, le président de la Haute Autorité de la Communication, était face aux responsables des organes de presse de l'audiovisuel à l'occasion d'une réunion de travail. Ordre du jour clairement affiché, discuter des questions liées à la couverture médiatique des élections législatives. Insister sur des faits et principes. Les organes de presse ne proclament pas les résultats, mais diffusent la proclamation des résultats. Éviter de diffuser les tendances. Les tendances ne sont pas une source officielle. J'ai mes tendances, vous avez vos tendances, vous avez cette tendance. Quand nous tous, nous allons nous mettre à donner des tendances, on crée la confusion. Autre point abordé, le respect de l'expression de la démocratie et la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire. L'élargissement de la publicité institutionnelle aux médias privés et la communication des programmes de télé à la HAC. Pour rappel, la HAC est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de la communication et jouissant de l'autonomie de gestion financière. Elle est chargée de veiller en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions de la loi portant code de la communication. Parlons à présent de religion. Nombreuses sont ces personnes qui préfèrent subir certains maux qui les accablent, mais le chrétien qui croit au combat spirituel est désormais équipé pour détruire les mauvais fondements maléfiques qui les empêchent de connaître un plein épanouissement. Les précisions dans ce reportage. Un fait du monde constaté dans notre pays et en Afrique. Aucune famille n'est épargnée des œuvres de la sorcellerie, au point d'embrigader les destinées de ses membres à cause des alliances mystico-sorcelaires tissées par les aïeuls à des fins purement égoïstes. Ces mauvais fondements ne cessent de réclamer les bénédictions de ses victimes, d'où la fameuse expression « on va encore faire comment ». Mais les chrétiens aujourd'hui ne réalisent pas que Dieu leur a donné une arme fatale. Une bouche fermée est une destinée morte. Tu essaies de subir, la bouche est fermée. Tout ce que tu subis, tu fermes la bouche, tu ne parles pas. Il est temps que tu parles et que tu dises que c'est quoi ça? Arrête de subir ce qui s'est passé dans le passé. Arrête de subir. Tu peux mettre fin à cela maintenant. Ce qui les contraint à subir. Or, que Dieu a doté le chrétien d'une arme redoutable qui est la prière pour s'en défaire de tous ces maux. Je prends la décision de détruire tous les mauvais fondements. Certains chrétiens ont compris la nécessité de briser le joug de la malédiction, les mauvais fondements, pour être totalement libérés. Espérons toutefois que les autres vont emboîter le pas. Parlons à présent de sport. Suite au stage d'arbitrage organisé en prélude à l'Inter-Résorbac, le président de l'association tente de répondre à quelques questions de Yasser Nicolando. Donc il est question aujourd'hui de faire un petit recyclage pour rappeler les règles afin que la compétition se passe dans de bonnes conditions.
Parce qu'une compétition se passe avec les arbitres. Donc si les arbitres ne sont pas compétents, la compétition peut ne pas être intéressante parce qu'il y aura des gens qui trouveront qu'ils ont été battus injustement. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel aux meilleurs, n'est-ce pas, de la province, peut-être même de la boxe. Donc ce stage, il concerne deux volets. Il y a le volet théorique, c'est-à-dire le combat. Donc c'est ce qui venait de se passer tout à l'heure. Et maintenant, après, nous allons passer au stage POUMC, parce que dans ma compétition, il y aura également une compétition POUMC. Et là, il est question de rappeler aux arbitres les critères de notation, n'est-ce pas, les attitudes à adopter, comment noter. Point final, cette édition d'information, les cadres étaient assurés par Bertrand Koumileka, la réalisation l'incontournable David Mitola. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.